Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir autour de cette session intitulée Outillage Digital Safe. Donc, je vais passer 30-40 minutes avec vous afin de vous partager les indicateurs de pilotage que j'utilise dans mes missions en tant que Release ou Solution Train Engineer et les outils qu'on a pu utiliser aussi pour pouvoir digitaliser leur génération et mise en application. Donc, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Marie-Amandine Colavini. J'ai quelques années d'expérience maintenant en delivery informatique et puis 3-4 années, j'accompagne les entreprises dans l'implémentation et l'adoption du framework Safe en tant que Release ou Solution Train Engineer. Donc, juste un peu de contexte avant d'aller dans le détail des indicateurs. J'ai essayé de vous représenter un petit peu l'écosystème dans lequel j'évolue au sein de mes missions. Donc, vous allez retrouver les deux premières configurations de Safe, donc à gauche. La première qu'on appelle essentielle, configuration de base, où on va avoir des équipes agiles qui vont être regroupées au sein de trains avec un triptyque à la tête composé donc d'architectes, d'équipes produits et du fameux RTE. Et au-dessus, je vous ai un peu représenté la deuxième configuration qu'on appelle large solution, qui permet aux entreprises qui veulent faciliter, fluidifier le delivery de solutions très complexes de pouvoir synchroniser, aligner plusieurs trains autour de ce qu'on appelle un solution train. Et vous avez le même triptyque avec le STE, les équipes produits, donc Solution Management, et les architectes. Donc ces équipes agiles et ces trains ont une mission, à savoir de pouvoir créer de la valeur. Donc cette valeur dans Safe, elle se traduit par des solutions, donc des produits et services. On va essayer de faire en sorte que ces trains et ces équipes livrent des solutions donc, de qualité qui vont répondre au mieux et de la manière la plus fiable aux besoins des clients utilisateurs. Et on va s'assurer aussi que cette livraison de valeur se fasse sur des cycles courts, qu'on appelle programme incrément, sur des durées de 8, 10 ou 12 semaines. Ça va dépendre des entreprises. Et pour arriver à atteindre cette qualité et cette rapidité au niveau des cycles et flux de livraison, on va mettre à disposition de ces équipes un certain nombre de pratiques lean, agiles, mais aussi de design thinking et de DevOps qui vont leur permettre d'atteindre cette efficacité opérationnelle. En tant que Release Train Engineer ou Solution Train Engineer, moi, mon rôle, ça va être de faire en sorte que cette efficacité opérationnelle, on l'ait au niveau de l'organisation de l'entreprise. Je vais suivre ça à travers un certain nombre d'objectifs. Et pour pouvoir mesurer l'atteinte de ces objectifs, je vais me baser sur des indicateurs de pilotage que vous allez retrouver sur les différentes phases de livraison du produit. Donc, ce que j'appelle la maturation. C'est un peu la phase qui va regrouper toutes les activités autour du design des solutions, conception technique, instruction. On va avoir des indicateurs de pilotage autour des phases de réalisation qui vont regrouper les activités de développement, de test, de mise en production par ces équipes. On a aussi des indicateurs qu'on va piloter au niveau du cycle de vie produit. Alors, ce n'est pas tout à fait des indicateurs que je vais vraiment manipuler, mais je vais participer à la construction de ces indicateurs qui vont être mis à disposition des équipes produits. On va voir le détail par la suite. Et en dernier lieu, cette création de valeur, elle se fait par des personnes, des équipes, qui utilisent un certain nombre de principes et pratiques. Et pour arriver à cette efficacité opérationnelle, on va s'assurer, s'attacher que ces équipes aient un niveau de maturité, puissent s'approprier ces principes et pratiques et arriver à les mettre en application. Donc on va aussi avoir des indicateurs plus liés à la maturité et la maîtrise de ces principes. Donc, qui dit indicateur dit objectif. Je vous ai parlé d'efficacité opérationnelle. En fait, j'ai matérialisé cette efficacité opérationnelle à travers l'atteinte de 4 gros critères. Donc, cette notion de prédictibilité. On va essayer de faire en sorte que les trains et les équipes puissent s'engager de manière fiable, garantir leur planification et l'atteinte de leurs objectifs à chaque incrément. C'est un peu je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. On va aussi avoir une notion objective de performance. Si on fait de l'agilité, et notamment dans le monde du digital, on va être compétitif sur le marché, donc on va s'intéresser à avoir un time to market attractif. Troisième objectif, autour de la qualité. Donc on va s'attacher à faire en sorte que ces équipes et ces trains puissent livrer, donc je vous l'ai dit, les solutions avec un niveau de haute qualité pour répondre de la meilleure manière aux besoins et services attendus par les clients. Et dernière chose, on va s'assurer aussi de faire en sorte qu'on ait des équipes, des personnes qui puissent faire évoluer le cadre, s'approprier les principes et les pratiques. Et pour ça, il y a des indicateurs qu'on va utiliser à travers les radars de maturité proposés par Safe qui permettent justement de mesurer l'atteinte de cette maîtrise au niveau de ces principes et pratiques. Donc on va aller aux premiers indicateurs que j'utilise pour piloter justement ces phases de maturation d'instruction. Donc ces indicateurs vont répondre à ces 3 objectifs principaux de prédictibilité, qualité, performance que je viens de vous présenter. On va commencer par les premiers. Donc un premier indicateur que j'appelle le taux de chargement versus la vélocité. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de chargement ?
Ça va se calculer par la somme des estimations liées au sujet qu'on va présenter au prochain incrément, donc les fonctionnalités enabler, qu'on va mettre en corrélation avec la vélocité. Qu'est-ce que la vélocité? C'est la moyenne des points donc, que les équipes ont réalisés sur les précédents incréments, donc tous les travaux terminés. Qu'est-ce que je vais chercher avec ce taux? Un léger surbooking. Quand je parle de léger surbooking, on est en phase de maturation, on est en train de préparer les backlogs, on veut s'assurer qu'on ait bien une alimentation des choses à faire réaliser par les équipes lors des incréments. Donc on va chercher là à avoir un taux de surbooking entre 110 et 115% pour avoir un petit stock de fonctionnalités enabler pour pallier aux aléas pendant le PI planning ou pendant le programme incrément, si on a des changements de priorité, des blocages, des choses qui sortent, de pouvoir éviter que les équipes soient sous-alimentées. Donc c'est vraiment un petit surbooking. À côté de ça, je vais aussi m'intéresser au nombre de sujets qu'on va entrer en maturation. Pourquoi? Lorsqu'on a fait 2 ou 3 PI, on commence à avoir quelques métriques. On sait que les équipes peuvent engranger un certain nombre de fonctionnalités enabler dans les incréments. Et on va faire en sorte que les équipes de product management maturent ni plus ni moins, juste avec ce petit surbooking. Donc je vous donne un exemple très concret. Quand j'ai des équipes de product management qui arrivent dans les phases d'instruction et me disent pour le prochain incrément, on a à peu près 60-80 sujets sur la table, alors que j'ai un train qui est capable d'en engager et d'en livrer une vingtaine, je vais tirer quand même une sonnette d'alarme en leur disant là, je pense qu'on va un petit peu à droite à gauche, on va peut-être un peu revoir les priorités, limiter l'encours, éviter les stocks. Et donc, je vais peut-être leur refaire prioriser les 20 ou 30 sujets qu'on va rentrer en PI planning. Autre indicateur que je vais suivre au niveau de la maturation, qui vont plus répondre à cette notion donc, de qualité, c'est les statuts d'avancement de maturation. Donc, vous le savez, hein, on va avoir des flux avec des étapes de livraison. Certaines étapes sont liées à ces activités de maturation d'instruction. Et je vais m'assurer que les sujets qui ont été priorisés en haut du backlog, qui doivent donc être livrés en début de programme incrément, les premières ou deuxièmes itérations, atteignent bien un niveau de maturité correct en entrée de PI planning. Et c'est ce que je vais appeler ce statut de prêt pour réalisation. Donc je vais m'intéresser tout au long de l'instruction à faire en sorte que ces 10 ou 15 fonctionnalités soient bien nickel, avec, on va dire, plus peut-être de loup d'un point de vue design conception pour être engagé rapidement dans les réalisations et au début donc, des itérations. Il y a un deuxième indicateur que je vais piloter et regarder, c'est cette notion de definition of ready. Ce qu'on veut faire, c'est donner aux équipes des fonctionnalités, des sujets qui leur permettent de pouvoir réaliser avec la meilleure qualité d'entrant. Donc on va avoir une liste de critères à l'entrée des PI planning, ou peut-être pas à l'entrée des PI planning, mais avant les réalisations. On va demander aux équipes donc, produits et aux architectes de pouvoir remplir ces critères pour qu'on ait des entrants de qualité. Donc ça va passer par exemple, les études d'architecture définies, ça va passer par des critères d'acceptance, par exemple, dans les fonctionnalités, ce genre de choses. Et donc je vais m'intéresser à suivre ce DOR et faire en sorte que les sujets qu'on engage en réalisation ont bien 100%, on va dire, de complétude de ce definition of ready. Autre indicateur que je vais piloter pendant la maturation, c'est ce fameux WJF. Le WJF, c'est une méthode qui, dans SAFe, permet de prioriser les sujets qu'on va présenter aux équipes en réalisation, une priorisation à travers cette notion de valeur. Et je vais m'assurer que les sujets qui entrent en réalisation ont bien été priorisés à travers cette méthode. Et ça va permettre aussi d'assurer que, d'un point de vue incrément, on ait bien la valeur attendue à entrer en réalisation. Donc là, c'est 100%, il n'y a pas de fonctionnalités qui rentrent, qui n'ont pas été priorisées à travers cette méthode. Autre indicateur que je vais utiliser, c'est cette notion de ventilation capacitaire. Donc quand je parle de ventilation capacitaire, je vais m'intéresser avec les équipes produits et les architectes à faire en sorte que les backlogs au niveau équipe et train ont un bon dispatch entre l'investissement, l'allocation qu'on va mettre sur les fonctionnalités à valeur métier versus les sujets plus techniques qui vont permettre de maintenir en condition opérationnelle le système d'information. Une entreprise, elle a besoin de créer de nouvelles fonctionnalités, mais elle doit aussi pouvoir maintenir le système qui est en production. Et donc, on va essayer d'avoir toujours un minimum d'investissement sur ces sujets techniques. Et quand on lance des trains, on se lance, des fois, on n'a pas forcément une idée du pourcentage ou de la bonne allocation. Il y a des calculs à faire. Je vais être assez drastique. Je vais leur dire, on a 20% minimum d'investissement qu'on va mettre sur les enablers pour commencer. Et au fur et à mesure, on va regarder, on va réajuster si ça suffit ou pas. Derniers indicateurs que je vais suivre au niveau de la maturation, liés à cette notion de performance, c'est ce que j'appelle le temps de réaction, temps de maturation. Donc, qu'est-ce que le temps de réaction?
On va mesurer le temps passé entre le moment où l'initiative arrive à la porte des trains et qu'on arrive à la rentrée dans les backlogs. Le but, à travers cet indicateur, c'est bien sûr de pouvoir diminuer ce temps de traversée. Et je vais vous donner un exemple. Quand on voit que certaines initiatives vont mettre 1, 2, 3 trimestres à arriver à la porte des trains, on va commencer à s'interroger, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, on peut s'apercevoir que les besoins métiers sont peut-être pas assez calibrés ou définis, et on va leur proposer certains axes d'amélioration. Typiquement, un Lean Canva, ça peut aider pour avoir d'entrée de jeu une définition de la problématique utilisateur à régler, la solution qu'on peut apporter, le ROI et les mesures de calcul, les indicateurs derrière. Deuxième indicateur que je vais suivre aussi, c'est ce que j'appelle ce temps de maturation, qui est un peu le temps de cycle entre le moment où le sujet est rentré dans le backlog des équipes et qu'on va les présenter donc aux équipes pour la réalisation. Et là aussi, le but, c'est toujours de pouvoir diminuer ces temps à travers l'étude de toutes les activités. On va peut-être se rendre compte qu'au niveau de la maturation, il y a des étapes qui ne sont pas nécessaires. Il y a peut-être des choses qu'on peut automatiser. Donc on va essayer de fluidifier et travailler sur cette diminution et réduction des délais. Donc une fois qu'on a ces indicateurs au niveau de la maturation, il faut pouvoir les générer, il faut pouvoir les suivre. Et j'ai pour habitude d'utiliser des dashboards qui permettent d'avoir une vue consolidée. Donc là, je vais vous en montrer une première. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Donc ces dashboards, elles sont sorties à travers des outils, applications de DataVis. Et je vais vous expliquer par la suite comment on a pu générer ces indicateurs consolidés. Et donc, vous allez retrouver plus ou moins, grosso modo, ce que je vous ai expliqué. Donc, c'est des données de test. Il ne faut pas vraiment vous intéresser aux détails des graphiques. Mais vous allez retrouver en haut, alors je n'ai pas de petit pointeur, mais je vais essayer de l'expliquer correctement. Donc, en haut, vous allez retrouver cette notion de statut d'avancement du backlog avec mes étapes de maturation. Donc, elles vont dépendre au niveau des intitulés des entreprises. Mais ça, c'est un graphe qui va me permettre, pendant mes PO-Sync, ArtSync ou revue de backlog, de pouvoir remonter des alertes et de dire attention. On est à 3 ou 4 semaines du PI. J'ai pas mal de fonctionnalités qui vont devoir être entrées en réalisation la première ou deuxième itération. Elles sont encore en statut qualification. Les gars, il y a peut-être un problème. Essayez de revoir vos priorités et comment est-ce qu'on peut les amener à arriver en prêt pour réalisation. Ce genre d'exercice ou d'activité. Deuxième chose, je vous ai parlé de ventilation d'allocation capacitaire. Vous la trouvez avec les deuxièmes graphiques, où je vous ai parlé de ce bon curseur, ce bon dispatch, ce bon degré entre les investissements à valeur métier et les investissements pour maintenir le système d'information en conditions opérationnelles et en performance. Et donc typiquement, vous pouvez, à travers ces indicateurs, avoir cette vision donc en globalité quand on est au niveau d'une solution, un dispatch à travers les trains, et vous avez vu que là, je vous donne un exemple entre le build, donc qui représente ces fonctionnalités à valeur métier, le MCO qui contient un peu tout ce qui est kill bill et dette technique, et à côté, petite amélioration continue, petite évolution produit. Donc ça permet de piloter ce curseur-là, et on va regarder ça tout au long des étapes de maturation pour arriver au bon degré. Je vous ai parlé de vélocité versus un chargement. Là, vous avez des graphiques qui vous permettent d'avoir cette notion de vélocité. Donc, moi, j'appelle ça une vélocité prévisionnelle parce qu'on est en phase de maturation, mais qui vous donne cette idée de la distance qu'un train peut parcourir sur un incrément de 8 ou 10, 12 semaines, généralement en story point. Et ça permet de pouvoir gérer aussi l'alimentation des backlogs. Je vous ai parlé de léger surbooking pour toujours avoir un petit stock sous la main pour éviter la sous-alimentation des équipes. Ces graphiques vous permettent d'avoir cette vision. Quand je vous ai parlé de DOR, de Definition of Ready, alors je vous invite à regarder le graphique en haut qui est la matrice avancement-maturation. Et ce graphique, en fait, va représenter toutes les tâches de maturation nécessaires pour mener à bien l'instruction au niveau des fonctionnalités. Et on va s'intéresser à ce que quand on rentre en réalisation, ces tâches soient toutes en terminées. Donc c'est un peu une représentation de votre Definition of Ready avec les différentes tâches par fonctionnalité. Et ça permet aussi, lors des sessions de PO-Sync, des sessions de maturation, de pouvoir se réajuster et de se dire est-ce qu'on est au bon curseur ou pas. Dernière petite chose que je vous ai mis aussi sur cette dashboard, qui fait partie un peu de ce travail d'instruction et de maturation, pour pouvoir arriver à rapidement estimer les fonctionnalités, on va s'attacher à utiliser des ABAC. Et ces ABAC, on peut les faire à travers des tailles de t-shirt que vous avez en dessous, qui permettent en fait par tranche, on va dire, de points, donc d'efforts, de pouvoir avoir des échantillons qui vous permettent, en estimation relative, de rapidement avoir des tickets de référence pour vous positionner sur ces macro-estimations. Donc ça, c'est une dashboard qu'on a fait dans Data Studio en récupérant des informations d'un outil de ticketing qui est Jira.
Donc c'est un peu un parti pris, hein, c'est les outils que j'utilise généralement dans mes missions, mais il en existe d'autres. Vous pouvez aussi sortir les mêmes dashboards avec par exemple Tableau ou des outils de BI. On arrive à la phase de réalisation. Donc là aussi, je vais avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont toujours répondre aux mêmes objectifs. J'en ai un petit peu plus, comme vous pouvez le voir. Le premier, c'est à la sortie du PI planning et plutôt pendant le PI planning. Je vais m'intéresser à cette notion de pourcentage d'objectifs committed versus uncommitted. Donc pour rappel, quand on est en PI planning, on va s'engager sur une planification, sur des objectifs, donc des livraisons de fonctionnalités et donc d'enablers et de valeurs. On va matérialiser ça par des objectifs et on va faire une différence entre les objectifs qu'on peut appeler de résultats et ces objectifs de moyens. À savoir que les uncommitted sont des objectifs sur lesquels l'équipe va mettre de l'allocation, va mettre de la CAF, mais ne va pas pouvoir s'engager avec une certitude ou un degré de confiance, on va dire, ultime ou à 100%, parce qu'il reste encore des petites zones d'incertitude. Et ce qu'on veut arriver à faire pour être prédictible dans les PI planning, c'est de pouvoir limiter ce taux, ce pourcentage d'objectifs uncommitted. Et généralement, ce qu'on va essayer d'atteindre, qui est une bonne pratique, c'est d'avoir pas plus de 15% d'objectifs uncommitted à l'entrée de chaque incrément. Alors en pratique, vous verrez que ce n'est pas aussi facile que ça à gérer, mais ça permet, quand on a dépassé ce curseur de 15%, de pouvoir voir pour le prochain incrément quels sont les axes d'amélioration. Peut-être qu'on a mal géré les dépendances, les prérequis, ou il y a peut-être des pans d'instruction qui n'ont pas été assez, on va dire, détaillés ou précis pour que les équipes puissent s'engager à 100% avec ce degré de confiance. Donc indicateur assez important. Deuxième indicateur, c'est ce que j'appelle le temps passé sur la vélocité prévisionnelle versus la vélocité réalisée. Alors c'est un peu un gros mot comme ça, mais il faut imaginer un burn down où on va dire on est à X jours de son PI, on a une distance, une vitesse de croisière, hein, on sait à chaque itération que le train peut réaliser. À l'instant T, j'ai une vélocité de telle, est-ce que je suis dans le curseur ou pas ? Et ça permet aussi de pouvoir remonter des alertes et voir que si sur un burn down, on a un encéphalogramme plat pendant 4, 5, 6 semaines, c'est qu'il y a une problématique à quelque part, il y a forcément quelque chose qui ne se passe pas bien et donc on va creuser. À côté de ça, je vais m'intéresser aussi à la business value. Donc les objectifs de PI, à la fin du PI planning, on va apposer une notion de valeur, cette notion de business value à chacun de ces objectifs. Et on va s'attacher tout au long du PI et lors de la cérémonie de clôture Inspect et Adapt, de pouvoir voir quelle est la valeur qui a effectivement été réalisée par les équipes. Donc il y a des temps forts dans les incréments où on va pouvoir s'attacher à cette notion de business value réalisé sur planifié, notamment les systèmes démo, où les équipes, à chaque fin d'itération, vont montrer le réalisé. Et lorsqu'on a un lot de features d'enabler et un objectif terminé, on va pouvoir récupérer cette business value. Et ce qu'on va chercher là, vous en doutez, c'est 100% d'atteinte. Bon, en pratique, ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est ce qu'on essaye de faire. À côté de ça, on va s'intéresser aussi à l'atteinte de pourcentage des objectifs de PI. Donc on a une cérémonie de clôture dans SAFe qui s'appelle Inspect et Adapt. On va passer en revue les objectifs de chaque équipe. Et en fonction de l'assignation de la business value et de cette business value qui a été réalisée, on va aller chercher un atteinte d'objectif, un pourcentage d'atteinte. Et ce qu'on recommande, la bonne pratique qui est préconisée par SAFe, c'est d'avoir, pour être prédictible, un pourcentage d'atteinte d'objectif entre 80 et 100%. Et quand on ne l'a pas, ça veut dire qu'on a des problèmes à quelque part à régler. On va partir en atelier problem solving et essayer de trouver les root causes. Et une fois qu'on a ces root causes, on va essayer de mettre en place des axes d'amélioration qu'on va travailler sur les incréments à venir. Donc cette notion de prédictibilité, toujours arriver à atteindre ces 80-100%. Il y a un autre un autre indicateur qui m'intéresse aussi, c'est la volatilité. À savoir que quand je vais rentrer en PI planning, j'ai un backlog qui a été séquencé, priorisé, avec un certain nombre de sujets, A, B, C, D, E, F, G, qui vont livrer une certaine valeur. En sortie de PI planning, normalement, je m'attends à retrouver cette valeur et les fonctionnalités et les valeurs qui ont été présentées. Alors, bien sûr, on peut aussi livrer la valeur attendue juste avec A, B, C, D, on est d'accord. Par contre, si à la fin du PI planning, du programme incrément, je me rends compte que la valeur qui avait été attendue n'est pas du tout la même, que les objectifs ont changé et que j'ai eu plein de fonctionnalités qui sont sorties et des nouvelles qui sont rentrées, c'est que j'ai eu peut-être un petit problème au niveau de ma priorisation. Il y a des choses qui se sont mal passées au niveau de la maturation et ça veut dire que la valeur sur laquelle on s'était engagé et sur laquelle on avait planifié l'incrément ne sera pas forcément celle qui sera attendue à la fin et donc il va falloir peut-être prendre des axes d'amélioration ou tout de suite discuter avec le métier pour dire oulala, attention, là ce qu'on avait prévu ça ne marche plus, on vous le dit et comment est-ce qu'on peut mitiger.
Au niveau de la qualité, pareil, je vais m'attacher à vérifier mon statut d'avancement au niveau réalisation. Donc j'ai un certain nombre d'étapes dans mes flux. Normalement, quand on est censé rentrer en PI planning, on doit avoir un minimum de sujets en programme incrément, encore en backlog ou qualification. Mais ça peut arriver qu'on embarque des fonctionnalités où la maturation n'a pas été totalement terminée, et notamment sur des fonctionnalités qui doivent être livrées plutôt en fin d'incrément. Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est de m'assurer qu'à l'instant T, on a bien un avancement de ces sujets, tant au niveau instruction encore à faire que réalisation, pour arriver à la fin de l'incrément à avoir tous mes sujets en terminé pour pouvoir récupérer la valeur attendue. On a une notion de DOD, Definition of Done. Donc c'est un peu le pendant du DOR, qui était le Definition of Ready. Généralement, quand on va livrer des sujets et on va les mettre en production, on a un certain nombre de critères à respecter, de normes qualité, qu'on va matérialiser à travers cette DOD. Et ça aussi, c'est important au niveau des équipes, des trains, avec les Scrum Masters, qu'on s'assure que les sujets mis en production, donc avec cette notion de terminé, sont bien en accord avec cette DOD. Donc on va avoir une exigence d'un 100% de taux d'atteinte de cette DOD. On a 3-4 autres indicateurs, ou plutôt 5, qu'on appelle des performance metrics. Et vous devez peut-être les connaître pour ceux qui ont fait du delivery de projet, parce que c'est assez basique. On va s'intéresser à voir des métriques sur le nombre d'anomalies résolues par rapport au nombre d'anomalies identifiées. Donc quand on parle d'anomalies, c'est des defects qu'on peut avoir en recette par exemple. Et là pareil, on cherche la qualité. Donc normalement, si on veut être très drastique, on va se dire c'est un taux de 100%. Toute anomalie identifiée doit être résolue. Dans la pratique, vous verrez que ça ne marche pas tout à fait de la même manière. On a des exigences de mise en production. On va donc discuter avec le métier et des fois, on va faire des impasses. Et on va peut-être mettre en production un système où on aura encore des P3, P4 qui seront... on va dire encore en cours, mais on fera une petite impasse et on s'attachera à les livrer par la suite. Donc quand on dit 100%, ça c'est la beauté de la chose, mais en réalité c'est plus un taux de 80% qu'on va essayer d'atteindre. Je veux aussi m'attacher au nombre de sujets donc terminés versus engagés. C'est un peu la même chose. Si j'ai engagé 40 fonctionnalités enablers dans un incrément, je m'attends à avoir à la fin ces 40 enablers et fonctionnalités terminées, même si on sait qu'on peut trouver des fois des fast tracks pour livrer la valeur et on peut se dire finalement pour cet objectif il nous fallait 3 fonctionnalités, on a réussi à le faire en 2, c'est super. Mais enfin dans la réalité, dans la pratique, quand on est à 40 et qu'on termine à 20, ça m'étonnerait qu'on ait livré toute la valeur attendue. Bon, ça c'est mon expérience, mais voilà. On va aussi s'intéresser à cette notion donc de test, avoir un taux de couverture de test unitaire, pareil, 100%, même si des fois c'est pas toujours possible. Et pareil, on peut peut-être faire des impasses, rentrer des items et encore test unitaire. Si on n'arrive pas à 100%, ça m'étonnerait qu'on les rentre en test, mais quoi qu'il en soit, c'est un métrique important. Et la couverture de test automatisée. Donc là aussi, la beauté de la chose voudrait qu'on ait une couverture fantastique et une possibilité d'automatiser tout le système. Mais en réalité, vous allez voir que ce n'est pas possible. Si on atteint 60-80%, c'est déjà pas mal, sachant qu'il y a des fois des tests qui ne permettent pas d'être automatisés vu la complexité des systèmes, des différents interlocuteurs, des environnements. Et donc, on va continuer à faire du manuel. Mais c'est quand même quelque chose qu'on va regarder et qu'on va essayer d'améliorer à chaque incrément. Et dernier indicateur que je surveille et qui est aussi cette notion liée à cette notion de qualité, c'est le nombre d'incidents post-production. Vous le savez, quand on met un système, une solution en production, on veut qu'il soit viable, qu'il fonctionne, fiable et pérenne. Et donc, on va aussi regarder le nombre d'incidents qui vont être créés post-production et on va s'attacher à le diminuer tout au long des incréments et voir quels sont les axes d'amélioration qu'on peut prendre. Typiquement, des fois, c'est de se dire on a loupé des choses en recette ou on n'a pas fait une couverture de test fonctionnelle de bout en bout, où on a peut-être fait des impasses sur nos tests de régression et on va s'attacher à vraiment avoir normalement 0 incident post-production. Mais ça, c'est encore la théorie. En pratique, il y en a toujours un petit peu à droite à gauche et c'est bien pour ça qu'on a des équipes d'ITSM et de production qui gèrent tout ça. Et dernière chose que je vais contrôler, on va dire, et piloter d'un point de vue réalisation, c'est cette notion de performance. Donc quand je parle de temps de cycle, c'est vraiment le temps passé entre le moment où le sujet est rentré en réalisation et sera mis en production.
Donc là aussi, on va essayer de regarder est-ce que ces temps sont acceptables, est-ce qu'on va aller à la chasse au délai pour essayer de diminuer les goulots d'étranglement et arriver à faire en sorte que ces phases se passent de manière fluide et de la plus rapide possible. Et la dernière chose qui est importante aussi, c'est le débit de tickets, notamment quand on est des équipes plus, par exemple, les système team qui travaillent généralement en mode Kanban. C'est quand même intéressant d'avoir cette notion du débit de tickets, que ces équipes puissent terminer par itération sur chaque incrément. Ça se donne une idée aussi de la performance et de ce qu'on peut arriver à faire. Et là, pareil, ces critères, on va toujours rechercher le plus, soit diminuer le temps de cycle ou augmenter le débit de tickets. Donc pareil, on a une dashboard qui permet donc, on va dire, de regarder ça. Alors ouais, ça pique un peu l'œil avec les couleurs, je suis d'accord. Mais pareil, ça a été fait donc avec des données de Jira qu'on a matérialisées à travers Data Studio, un outil de data vise, pour pouvoir avoir ces dashboards consolidés. Donc vous allez retrouver au-dessus les performances métriques avec cette notion de vélocité à date. Vous allez retrouver le statut d'avancement du backlog, la même chose qu'au niveau maturation, mais là je vais prendre toutes les étapes du flux parce que je pars du principe que quand je suis en réalisation, je devrais avoir un minimum d'items encore en instruction. Donc c'est vraiment ce que je vais regarder pendant mes sessions d'ArtSync ou de Scrum of Scrum. On va avoir cette notion d'allocation capacitaire et le macro-chiffrage versus chargement. Ça, je vais m'y intéresser aussi pour voir est-ce qu'on est au-delà de ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on est toujours dans les clous, est-ce que ça match. Autre chose qui est intéressante, c'est cette feature ou capability matrix que vous avez au-dessus, donc qui permet à l'instant T de regarder en fonction donc des sujets où on en est par rapport aux activités donc encore d'instruction, de réalisation. Et typiquement, ça va me permettre de pouvoir remonter des alertes parce que si je m'aperçois que milieu de PI planning, la plupart de mes fonctionnalités ont encore des pans d'instruction incroyables à mener, je vais quand même remonter des alertes. Si je m'aperçois aussi que les fonctionnalités avec des dates d'échéance proches ont encore beaucoup d'encours avec des stories encore en réalisation, ça va me permettre de discuter avec les Scrum Masters, les équipes, et voir où c'est qu'on peut prendre des axes d'amélioration ou mitiger en fait les problématiques qu'elles peuvent rencontrer pour toujours arriver à atteindre la date. Qu'est-ce que j'ai encore mis sur ces dashboards? Je vois plus bien. Ah oui, je vous ai parlé de business value. On peut aussi les suivre. Donc là, vous avez un graphique, pour un tant soit peu que dans l'outil de ticketing, évidemment, on a implémenté ces champs. Hein. Je vous expliquerai ça par la suite. Mais on va pouvoir suivre cette business value au fur et à mesure des deliveries. Et dernière chose, où j'ai parlé d'atteinte d'objectifs de PI. Donc Safe propose un super fichier Excel un peu compliqué qui va sortir des jolis graphes. Bon, moi, je l'ai manipulé 2-3 fois. Des fois, c'est un petit peu complexe. Il y a des macros dans tous les sens. Il ne marche pas toujours. Donc, on peut le dématérialiser. Donc, ce graphe de Team Predictability Report, vous l'avez là, avec l'atteinte des objectifs de PI. Et on se rappelle, pour être prédictible, il faut toujours être dans une zone de 80 à 100%. On continue avec les indicateurs plus liés au cycle de vie produit. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément des indicateurs que je vais maîtriser, piloter et processer au quotidien dans ma mission. Par contre, je vais accompagner les équipes produits pour pouvoir matérialiser ces indicateurs. Et on va les suivre, on va dire à chaque livraison de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits. On va s'intéresser à ces indicateurs de cycle de vie. Donc la performance, le premier, c'est ce qu'on appelle le time to market. Donc le time to market ou lead time, c'est le temps de traversée, donc la mesure du temps passé entre le moment où l'initiative va arriver dans l'entreprise, dans les trains, et on va pouvoir mettre à disposition le produit fini au client. Donc c'est un indicateur qui est assez important. Et de nos jours, on essaye de diminuer un maximum ce time to market pour être compétitif. On va avoir cette notion de process time et d'efficience. Donc le process time, c'est une mesure du temps entre les différentes étapes de nos flux. Et on va essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas de latence et trop de délai. Quand on a fini une étape, on aimerait pouvoir processer immédiatement la deuxième pour être fluide dans ce processus de delivery. Et donc là aussi, on va s'intéresser à comprendre est-ce que j'ai des goulots d'étranglement, est-ce que j'ai des délais. Et si on en a, on va essayer de trouver des manières de simplifier peut-être le flux, mais aussi peut-être d'automatiser certains processus. Et derrière, c'est un indicateur qui est assez compliqué à générer, le taux d'efficience. Et je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à proprement le matérialiser parce qu'il faut une qualité de données impeccable dans les outils de ticketing, donc notamment Jira. Ce taux d'efficience, il va se calculer par le temps passé pour réaliser en fait une étape et le temps effectif de travail.
Donc pour ça, on va essayer de pouvoir décortiquer toutes les activités liées à une étape et voir où c'est qu'on a des retards du délai. Et pour faire ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut que toutes les équipes et toutes les personnes qui travaillent sur ces étapes, ces activités, puissent être très transparents sur les différentes tâches liées à cette activité et rentrent tout ça dans Jira, parce que j'utilise Jira comme outil de ticketing. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile d'arriver à avoir cette qualité de données. Donc ce taux d'efficience, c'est important, mais c'est quand même difficile à mettre en musique. Autre indicateur lié au cycle de vie produit, on parle de NFR, Non-Functional Requirements. Donc ça se matérialise par des contraintes de design, certains critères qui vont permettre aux solutions qu'on va mettre à disposition des clients utilisateurs de répondre à des normes donc, de performance, de sécurité ou normes réglementaires. Et on va s'intéresser qu'on ait un taux de couverture de 100%. Il n'y a pas d'impasse à faire sur la qualité, ces NFR sont importants. Donc on va vraiment s'intéresser à ce qu'on ait une complétude de ces critères. On a des indicateurs produits aussi qu'on va pouvoir mesurer concernant ce cycle de vie, vraiment à la main des équipes de product management, de solution management. Et là, on va parler de taux de conversion, de ROI, retour sur investissement, taux d'acquisition, le revenu net aussi, le gain net que l'entreprise a pu récupérer suite à la mise en production de ses produits ou services. Et donc ça, ce sont des indicateurs que les équipes produits vont avoir à leur attention, on va dire quotidiennement et constamment. On va aussi s'intéresser au stock d'incidents en production parce que le stock, ça coûte de l'argent. C'est des systèmes qui ne fonctionnent pas toujours correctement. Et donc, on va s'attacher à avoir un droit de regard sur ce stock. Et donc, actuellement, dans ma mission, on a quand même eu une demande d'avoir 0 stock d'incidents. Donc, il faut y aller, il faut décortiquer et il faut prendre des mesures pour pouvoir diminuer ce stock d'incidents. Et la dernière chose, je vous ai parlé de qualité, enfin je vous ai pas encore parlé, pardon, de qualité et cohérence de données, un tout petit peu. Mais pour pouvoir générer des indicateurs et des métriques fiables, il faut avoir des sources de données. Et cette donnée, elle doit être de qualité. Et donc il faut pouvoir aussi avoir une cohérence par rapport à cette donnée, et notamment dans ce qu'on va mettre dans les outils de ticketing et de Jira. Et donc moi, en tant qu'RTE, STE, c'est un peu une bataille d'avoir dans ces outils de ticketing la bonne donnée, avec le bon niveau d'information et la bonne qualité. Et donc, on va pouvoir mettre en place des rapports de data quality qui vont permettre de contrôler justement ce niveau d'information qu'on va mettre dans les outils de ticketing pour pouvoir sortir des métriques fiables. Et je vais vous montrer 2-3 indicateurs que je vais vérifier par rapport à ça. Et dernière chose, je vous ai parlé donc de maîtrise de pratiques et de principes au niveau de ces équipes agiles. Et donc, on va s'intéresser aussi à sortir des indicateurs qui vont nous permettre de nous poser la question de la maîtrise donc, et de la maturité des équipes sur leur application de processus. Et là, on va avoir des indicateurs que SAFe propose, qu'on appelle radar de maturité, qui vont permettre de se faire une idée, une évaluation des compétences et de la maîtrise des compétences et principes clés de SAFe et pratiques, et de pouvoir derrière mettre en place des plans d'accompagnement, coaching, formation, quand on a des équipes où on pêche un peu sur certains concepts. Donc là, pareil, on a des outils qui permettent de générer ces indicateurs. Donc le premier, au niveau indicateur de performance et cycle de vie produit, c'est Weviz. Alors on a le fondateur de Weviz dans la salle, salut Koussaï, qui est juste là. Mais moi je l'utilise, je l'ai utilisé dans ma mission actuelle. Et là vous avez retrouvé justement les notions de time to market, donc temps de traversée, lead time, ce fameux temps de réaction, les temps de cycle. Donc ça c'est vraiment un outil qui, sans effort, plugué sur Jira, vous permet donc de récupérer ce genre d'informations. Et à côté de ça, on a essayé de faire des expérimentations aussi dans ma mission actuelle en utilisant toujours Data Studio, où on peut aussi récupérer ces indicateurs et pouvoir, pour chaque étape du flux, sortir un certain nombre de métriques. Je ne te mets pas en concurrence, évidemment, Koussaï. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée. Quand je vous ai parlé de radar de maturité et indicateurs concernant la maturité des équipes, alors il faut savoir que si vous avez un petit peu pratiqué ces radars dans SAFe, vous allez aller sur le framework, vous allez pouvoir, on va dire, télécharger un fichier Excel qui n'est pas vraiment user-friendly, qui comporte une pelle d'informations. Et puis, il va falloir essayer de dérouler ce fichier Excel à travers les équipes, les trains, pour pouvoir récupérer justement une évaluation de cette maturité. Ce n'est pas facile à faire. Et je me suis souvent cassé les dents avec. Et j'ai appris qu'il y a un outil qui existe sur le marché qui s'appelle Picadec, qui permet justement de, on va dire, rendre plus ludique
eh bien, cette exécution de ces radars de maturité à travers une simulation dans un casino autour de salles de poker. Donc ça permet un petit peu cette manière ludique de rendre l'exercice un peu sympathique et de faire en sorte que les gens se l'approprient. Et donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je sais qu'il existe et j'aimerais vraiment pouvoir utiliser cet outil dans mes prochaines missions pour voir ce que ça donne et voir si j'ai plus de facilité à justement utiliser ces radars. Et je ne fais pas vraiment de la pub, mais son fondateur est là aussi dans la salle. Donc je le remercie. Et à côté de ça, voilà. À côté de ça, je vous ai aussi parlé de contrôle de cohérence et qualité de données avec ces rapports de data quality. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on peut faire à travers toujours cette application de DataVis, donc Data Studio, ou à travers des règles de nommage, des règles de nomenclature de données. On va pouvoir s'assurer qu'on a bien la qualité et cohérence de données attendues dans le système pour générer ces métriques. Donc là, je vous donne un exemple. Typiquement, de mon côté, je vais m'attacher à ce qu'on n'ait aucun ticket au niveau équipe qui ne sont pas rattachés à une feature ou un enabler, ce qu'on appelle un ticket par an. Je vais aussi vérifier qu'au niveau des sprints API, on ait bien une nomenclature harmonisée entre les équipes et trains. Sinon, ça devient kafkaïen pour faire l'agrégation au niveau des dashboards. Avant de terminer, je vais juste vous partager aussi l'approche au niveau de l'outillage qui a été mis à place. Donc, on a vraiment fait une approche incrémentale en 3 étapes. Alors, tout d'abord, un POC où on a généré donc des fichiers Excel de Jira à travers l'équipe Jira qui, chaque semaine, nous donnait ces fichiers qu'on a injectés dans Data Studio. Bon, alors ça a été bien pour le POC, pour 2-3 indicateurs, mais dès qu'on veut faire des choses un petit peu plus poussées avec l'agrégation de données, ça ne marche pas. Et puis, c'est quand même pas facile d'être toujours dépendant d'une équipe qui va donner ses imports. Justement, quand on commence à avoir 17 000 ou 18 000 tickets, ça devient compliqué. Deuxième chose, on a fait un MVP, donc avec, on s'est dédouané de ces imports Excel, on est passé sur Google Sheets, qui met à disposition un plugin où on a pu être indépendant sur la génération de ces données. Ce plugin, à partir de requêtes donc JQL, permet de sortir toutes les données de Jira sur Sheets qu'on a injectées dans GDS. Et avant ça, on a utilisé BigQuery pour pouvoir faire cette modélisation, agrégation de données, pour avoir des graphiques ou représentations un petit peu plus, on va dire, complexes. Et en dernier lieu, on s'est quand même aperçu qu'on aimerait bien avoir des données en temps réel et que ces imports avec Sheet, de temps en temps, ça ne fonctionne pas entre Sheet et BigQuery, on perd de la donnée, les agrégations ne se font plus. Donc on a décidé directement de taper dans Jira grâce aux API et de les connecter à travers cet outil de DataVis, donc Data Studio, qui a permis de vous montrer les dashboards qu'on a utilisés. Et pour terminer, parce qu'on me dit qu'il me reste 4 minutes avant les questions, des trucs et astuces, et si c'était à refaire. Bon, j'en ai assez parlé. Pour pouvoir faire ça et avoir des dashboards, on va dire, performantes et une agrégation de données, il faut pouvoir assurer une qualité cohérence de données. Donc ça, c'est la conscience de tous, d'avoir cette qualité d'information dans les outils de ticketing. Il faut aussi pouvoir construire les indicateurs au fur et à mesure, parce que quand on se lance, on va avoir safe, on va avoir les indicateurs que l'entreprise attend, on va avoir des indicateurs agiles sur le marché. Bon, il y a un fouillis dans tous les sens. C'est bien de faire petit à petit. Et un test and learn, à savoir, je mets un indicateur, est-ce qu'il me permet de mesurer l'atteinte de mon objectif? Si oui, je le garde, si pas, je le mets de côté et je pense à autre chose. Troisième chose qui est importante, c'est impliquer les trains et équipes dans la construction de ces indicateurs. Alors, j'ai vu qu'en étant STE, ça va très vite. Les indicateurs, on les a un petit peu construits de côté avec les équipes de solution management sans vraiment impliquer les trains en dessous. Ça commence à coincer parce qu'à un moment, on va leur dire voilà ce qu'on veut piloter. Eux ont déjà été lancés, ont déjà leurs indicateurs et on n'arrive plus à harmoniser. Donc vraiment la base, et je vais essayer de me l'appliquer à ma prochaine mission, on construit ensemble Scrum Master, RTE, STE, équipe produit et architecture. Et dernière chose, il reste 1 minute, donc je m'arrête. Et dernière chose, c'est bien partager sur les objectifs et les documenter, donner du sens. Parce que pour que les gens se les approprient, il faut pouvoir donner du sens et expliquer la valeur ajoutée de ces indicateurs. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Marie-Amandine. Justement, on va prendre quelques minutes pour des questions d'Anna, s'il y en a. Oui, bonjour, merci pour la conf, c'est super. J'ai une question qui m'a interpellé dès le début, c'était sur le surbooking. Ouais. Alors, oui. Alors surbooking, c'est peut-être pas la bonne notion parce que ça fait un peu peur, mais ce qu'on va essayer de faire dans cette notion de taux de chargement versus vélocité, c'est de pouvoir avoir donc une alimentation au niveau des équipes en fonction de leur capacité à faire, mais on sait qu'on peut avoir des aléas, que ce soit en PI planning ou en programme incrément, des choses qui sont bloquées, une fonctionnalité qui n'a pas
qui n'a pas été assez maturé. Et donc, on va les sortir. Et on va se rendre compte que l'équipe a une capacité, mais on ne va pas pouvoir répondre à cette capacité. Donc, pour éviter cette sous-alimentation et que les gens, au bout d'un moment, n'aient plus rien à faire, même si on a toujours quelque chose à faire, mais on pense à cette valeur qu'on veut livrer, on va prendre 1 ou 2 features par équipe en stock pour pallier à ces aléas. Mais justement, si on prend justement ces 1 ou 2 éléments en plus dès le début, ça ne fausse pas justement la vélocité d'équipe derrière? Pourquoi? On part du principe qu'ils vont faire tant d'items. Ouais. Et à la fin, vu qu'on a surbooké de 115 ou à 100... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont les prendre. Ils vont prendre ces petits items en stock si justement on est bloqué. Et ça veut dire qu'on ne va pas leur demander de livrer plus que leur vélocité. On va pallier au fait où à un moment, il n'y a plus rien. Oui, et donc, il nous reste du temps à... Mais dans les graphiques, quand on va suivre régulièrement l'avancement, on va prendre en compte ce surbooking là-dedans ou c'est exclu justement? Non, je vais l'exclure. Ça veut dire que les autres fonctionnalités vont sortir et on va voir sur l'incrément à l'instant T vraiment la charge de travail qu'on va devoir suivre. Ok, merci. Une autre question? Il y a beaucoup de KPI dans ce que vous avez présenté. Ouais. Elles sont toutes intéressantes maintenant quand on parle, je ne vais pas dire de zéro, parce qu'on ne parle jamais de zéro, mais pas loin. Il s'agit de les prioriser. Oui, tout à fait. J'ai eu tendance à avoir 2 catégories de KPI dans ce que vous avez dit. Des choses qui vont permettre de mesurer le résultat final et des choses qui vont permettre de mesurer l'effort qui a été mis pour y arriver. Un des exemples, c'est le pourcentage de tests automatiques. Pas pour ça que tout est automatisé d'un point de vue test, que notre qualité est meilleure. Par contre, le nombre d'incidents en production, oui, ça prouve que... voilà. Donc, je voudrais 2 familles. Est-ce que ça peut être une façon de prioriser l'un par rapport à l'autre ou vous avez une autre recommandation? Oui, pourquoi pas. Et en fait, alors, on peut essayer de faire ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire en sorte que les équipes s'engagent en fonction de leur capacité à faire. Donc, il va y avoir des indicateurs clés par rapport à ça. La notion de vélocité, ce fameux taux de chargement. Quand vous parlez de pourcentage de tests automatisés, ce genre de choses, généralement, ça vient un petit peu par la suite et il faut avoir un outillage qui permet de le faire. Alors que les calculs de vélocité ou taux de chargement, c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut sortir. Donc, on va essayer d'aller au plus simple et au plus rapide au départ, qui va nous permettre de couvrir 80% des objectifs que je vous ai montrés au départ. La prédictibilité, la qualité, voilà. Merci Marie-Amandine. Il y a un dernier slide à afficher par rapport au ROTI pour avoir votre retour. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Bonne journée. Merci.